Direct. Bonjour, bienvenue dans ce studio. Je lance aussi la diffusion directe sur Twitch. Oh, ah. Bon, on va commencer. On va commencer une petite discussion. On recommence tout simplement. Oui, je sais pourquoi, parce que Pas changer le. connecté, C'est connecté, ouais. Bonjour et bienvenue ici. Bonjour. Je suis avec Sandrine de Volcanic Art, avec qui nous allons discuter de la prochaine expo que je vais faire à Clermont. Coucou Pierre. Mais en attendant de trouver les petits, il faut que je fasse aussi un export sur Twitch. Pas dans le stream là. Normalement c'est bon. Réessaye du coup tout simplement d'envoyer ton stream. Ok. Ah, Déconnexion. ouais, non. Non, c'est bon normalement. Ok. Sinon tu déconnectes et tu reconnectes. Mais. Afficher détail. Déconnecte et reconnecte, je pense. Et coucou Claire, Claire et la photo. Désolée, c'est un peu loin, mais j'ai un peu du mal à voir. On est en train de bidouiller pour être sur Twitch en même temps. Et visiblement. Et bien sûr, ça plante. Voilà. C'était. On n'a pas été soutenu. Déconnecte en bas et reconnecte, on va voir. Ça marche pas sur Twitch. Non. Et bon, j'espère que vous allez bien. On va montrer des choses On va montrer des choses. Je vais sortir plein de trucs de mes tiroirs pour raconter comment on va préparer l'expo. On va préparer l'expo ensemble. Et il y a Katie qui est là. Coucou, Salut Katie. Ça va? J'arrive pas à lancer le stream sur Twitch. Alors, Pierre, un coup de main. Attends. C'est parce qu'il faut que tu ailles te reconnecter avec Twitch. Où ça là? C'est dans les trucs tout. Connection. Ok. Et s'il me demande mon mot de passe, là, ça va être compliqué là. T'as pas un petit gestionnaire de mots de passe? Bah, c'est pas mon ordinateur en fait. Ah. On va s'en sortir. Il y a toujours. Et mon mot de passe, du coup, il est dans mon. Alors, on va. Attends, je vais montrer. Je porte la poisse toujours avec la technologie. Non, pas du tout. Attends, Pierre, tu peux faire la discussion en attendant, je vais chercher mon mot de passe qui est sur mon ordinateur. Ouais. Donc justement, quand vous avez besoin de faire des mots de passe, moi j'utilise OnePassword. LastPass. Hélène n'a pas de gestionnaire de mots de passe, et donc pour le coup, elle va pouvoir l'adopter. En tout cas, c'est cool, on voit plein de connexions sur Instagram, et ça c'est chouette. Et donc, Hélène a mis un minuteur sur Instagram, et ça va être chaud parce que pour le coup, il lui reste 5 minutes. 5 minutes de quoi? En fait, elle a un temps d'écran. Ah. Donc là, en fait, il nous reste 5 minutes sur Instagram. Après, ça coupe, vous allez tous devoir venir sur Twitch. Non, je plaisante. Est-ce que vous nous entendez correctement? Est-ce que vous entendez correctement? Alors, pour le coup, moi, vous m'entendez, à mon avis, pas très bien parce que j'ai pas de micro. Sandrine, juste à côté, elle a un micro. Moi, je suis sûre que vous m'entendez très bien. Ouais. Et ma maman va nous dire parce qu'elle est connectée. Cool. Et en fait, je vais éviter de faire coucou à tout le monde parce que je pourrais le faire en appuyant sur l'écran. Et en tout cas, bienvenue dans le studio qui est tout neuf, inauguré aujourd'hui. Oh. Et avec un super mot de passe que tu ne révéleras pas. Que je ne révélerai pas. Ah voilà, tu vois, on m'entend très bien apparemment. Okay, et en fait, on devait m'entendre aussi parce que j'ai un micro. Et tu vas recevoir un petit SMS avec un code. Ah. Tiens, tu vois, il te dit de cliquer sur la notif pour obtenir ton code. On va s'en sortir, vous allez voir, ça va très très bien se passer et on va vous parler de... On n'est pas en pause. Coucou, recoucou. Hop là. Oui, c'était ça les travaux que Pierre faisait. Oui, parce que Katie, elle était là quand elle était tout, Katie. C'est fou. Mais
c'est ma plus supportrice tomate là ces derniers temps. Et, On enlève ça, on enlève ça. Hop. et oui, d'ailleurs sur Twitch, ça y est, depuis hier, je suis officiellement affiliée et j'ai pu avoir les points tomates. Katie, j'ai avoir des points tomates. Alors, l'eau, je la mets à côté. Ah oui, est-ce que tu pourras en ramener aussi pour Sandrine, s'il te plaît. Donc Ok. maintenant, tu peux essayer de lancer ta diffusion sur Twitch en même temps. Ah non, donc on refait. Ça, tu commences ton enregistrement. Et c'est Il y a parti. un gros décalage sur Instagram, donc c'est ok. On est trop contente, on est bien là. Attends, voulais qu'on faire- confirme ta diffusion directe. En même temps, j'étais Et trop voilà. hypée de faire. Ah bah ça y est, c'est parti. C'est parti de partout. Voilà, c'est Multidiffusion. ça va, multicanal. 7 minutes d'incident technique, je trouve pas ça non plus honteux. Donc, tout va Là, c'est bien. bon, le micro il marche, tout ça. apparemment, on nous entend très bien. Donc, Voilà. j'espère qu'on nous entendra aussi très bien sur Twitch. Bonjour et bienvenue aujourd'hui. Est-ce que tu peux t'asseoir? Oui, je crois que je vais m'asseoir. je vais forcément me lever Voilà. un moment. C'est pas grave, je me lèverai avec toi si tu veux. Je suis trop contente qu'on puisse se retrouver ici, Sandrine, de la galerie Volcanic Art. Ça fait 2 ans qu'on s'était pas vus. Oui. Et pendant ces 2 ans, mine de rien, on se parle quasiment tous les jours sur les réseaux sociaux, sur Discord, voilà. En fait, on a une histoire ensemble. On s'est rencontrés par l'écriture, par Oui. le NaNoWriMo, et on a découvert notre point commun sur l'art. De manière générale, oui. De manière générale. Et donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une première partie où on va discuter, on va préparer notre prochaine expo qui sera en octobre. Et puis une deuxième partie où on parlera plus écriture, secret d'écriture, et je t'interviewerai là, plus toi, pour savoir comment toi tu es venue à l'écriture. Ouh. Très bien. Alors, je vais beaucoup plus maîtriser la partie galerie que la partie interview-écriture. Mais on va s'en sortir. Tout va bien. Ok. Alors, pour commencer, Oui. j'ai pas tout à fait préparé, hein, tout ce qu'on... Pas de problème. Écoute, moi, je suis en vacances. Donc c'est très bien. Bienvenue, Red Family. Ça va être un peu loin de voir, genre, avec mes yeux de quarantenaire, les vidéos, mais bon, je vais commencer par présenter mon petit carnet de recherche. J'ai un carnet de recherche sur le thème d'exposition. Alors en fait, ce que je voudrais qu'on fasse ensemble aujourd'hui, c'est réfléchir à comment préparer au mieux une exposition d'art contemporain qui sera donc... C'est bon, tout va bien. On est là, on est en direct. Si vous êtes encore là, vous êtes très courageux. Courageuse, surtout, j'ai l'impression. Donc, je disais, l'objectif de cette réunion publique, oui, c'est de préparer au mieux notre petite expo d'octobre. De fin d'année. Tout à fait. À Volcanic Art. Donc, vous pouvez aller voir volcanicart.fr. Avec un S à art, parce qu'il y en a plein. Donc voilà, moi j'ai déjà quelques choses à te montrer. Et puis on va voir si à la fois c'est intéressant de partir dans cette direction, si on garde ça, si on part sur totalement autre chose. Très bien. Si moi j'ai surtout des questions sur les formats, sur la technique, sur en fait la façon d'accrocher. Oui, voilà. Pas de problème. Et parce que j'ai déjà fait seulement 2 expos dans la vie, et que ça s'est très bien passé, mais je pense qu'à chaque galerie a une méthode Oui, il y a des spécificités. Voilà. Tout à fait. Donc voilà, c'est un moyen de faire connaissance. Et donc là, ce que je vais présenter, si vous voulez voir plus près les dessins, il faut aller sur ma chaîne Twitch, twitch.tv/Hélène-du-gros, comme mon Insta. Et là, il y a une caméra au-dessus qui permet de voir mieux. Et donc, j'ai un carnet de recherche qui date
de assez longtemps parce que c'est un projet, j'aimerais travailler sur ce que j'ai appelé les femmes sauvages, Oui. qui est pour moi un projet à la fois féministe, féminin, qui est sur l'intérieur, le végétal. Enfin, c'est quelque chose que bien sûr je peux pas totalement exprimer avec des mots parce que moi les trucs qui sortent soit par l'écrit, soit par le dessin. Donc voilà, j'ai fait des petits croquis de recherche qui sont là comme ça. Peut-être je peux montrer un peu des choses comme ça. Tu peux la rapprocher de celle-là aussi, hein. Ah oui. Parce qu'on a une lumière qui vient bloquer. Ouais. Bon, voilà, je te montre Oui. rapido, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est à la fois dans le féminin, le végétal. Après, j'ai des recherches techniques, des techniques papier découpé, parce que moi, je suis beaucoup en papier découpé. J'ai, Ce qu'on a aussi déjà un petit peu montré à la galerie en début d'année. ouais, c'est vrai que j'ai déjà été exposée chez toi. C'était en janvier, là, pendant En janvier, pour le court-métrage. c'est le festival du court-métrage de Clermont-Ferrand, où cette année, j'avais pas de film à présenter. Coucou, Firekeeper. Et coucou, et recoucou Katie, tu es partout. On va essayer de garder un œil sur Insta, un œil sur Twitch, un œil sur les croquis. Donc ça, après, c'était C'est l'expo que tu as fait la dernière fois. mon expo. Ouais. Mais en fait, j'avais présenté ce projet pour mon expo la dernière fois, Oui. et c'était pas passé, par exemple. D'accord. Alors que moi, là, je suis complètement OP à fond et ça me semble énormément aussi collé avec des choses qu'on fait à la galerie. Donc, Cool. Bah tant mieux. Attends, je vais montrer ça. Ça, tu vois, c'est ce que j'aime bien travailler aussi avec la transparence et l'intérieur. En fait, ça m'intéresse vachement de travailler intérieur-extérieur, végétal, enfin les croisements végétal-animal. Donc voilà. Bon, il y a des... c'est un carnet de recherche. C'est un carnet de recherche sur l'enracinement. Ah, toi, t'aimes bien les sirènes, t'aimes bien les personnages aquatiques. Oui. Je vais vous montrer ce qui a séduit Sandrine. Personne n'est étonné. Bah, en fait, si on te voit pas en vrai, on peut pas savoir. Vas-y, montre tes bras tant qu'à faire. Donc, personnage aquatique sur un, sur un bras complet. Bah, c'est vrai que... Ah bah bravo, merci Katie d'avoir été chercher, de ramener du monde sur le Discord. Bon, voilà, ça c'est. Il y a quelque chose aussi sur les éléments, ouais. Sur le feu, mais je suis plus. Ouais, je pense que bon, ça c'était un peu moins. Ça c'est le dernier que j'ai fait. Bon, c'était vraiment de la recherche. J'avais vu ce micro là qui est tombé ou c'est Pierre? Non, c'est Pierre qui l'a déplacé. Alors, je vais montrer ça, parce que c'est un peu curieux. C'est des impressions à la base de fleurs du jardin et violettes. Parce que c'est les fleurs de ton jardin. Oui, c'est les fleurs de mon jardin. Il y avait plein de violettes cette année. Maintenant, mon jardin, tu l'as vu, il est derrière, il est tout sec. C'est le mois d'août en fait là. Oui, il fait très chaud ici. Je suis une fille du froid. Oui, ça y est, c'est la sécheresse, c'est la canicule. Alors, qu'est-ce que tu as à me montrer d'autre? Alors, j'ai plein de trucs à montrer. Faut que j'arrive à montrer des choses un petit peu. Bon. C'est un peu foutraque parce que je sors des choses des cartons, hein, donc. Et coucou Fanny. Bienvenue. Et moi, je découvre en même temps que vous. Oui. Ah oui. Donc alors ça, c'est des premières recherches. Je vais pas tout montrer, hein. Choisis. Voilà. Donc tu travailles aussi le cyanotype. Voilà, en fait... Est-ce que tu peux expliquer rapidement aux gens ce que c'est le cyanotype? Parce que c'est une question qui revient très souvent. Le cyanotype, c'est une technique photo. C'est la plus ancienne technique photo qui existe. C'est-à-dire que c'est une matière photosensible, tout simplement.
donc qui agit comme un négatif en fait. C'est-à-dire qu'on vient avec une forme sur une matière photosensible. Tout ce qui est caché du soleil, ça reste blanc. Tout ce qui est en contact avec les UV devient bleu foncé. Alors, Et est-ce c'est que toujours tu forcément as bleu. déjà tenté, je connais des artistes par exemple qui font un peu comme du cyanotype mais avec des teintures végétales pour obtenir une autre couleur, parce qu'évidemment le cyanotype c'est bleu. Oui, c'est toujours Voilà. bleu. Est-ce que le bleu c'est une couleur qui, en l'occurrence, te parle précisément? Je pense que oui, mais c'est pour les gens, tu vois, il faut dire aux gens. Le bleu, oui, bah c'est vrai que en fait, j'ai un affect particulier pour cette couleur. On nous entend pas En fait, sur on Twitch. entend l'ordinateur souffler. Ah, Et donc, je vais essayer. vilain ordinateur. Est-ce que c'est sur quel type de... Ça, c'est du papier que j'ai fait moi-même. D'accord. Donc c'est un peu fragile, hein. Oui, bien sûr. Mais bon, du coup, c'était marrant de faire vraiment tout Oui, de ton A à propre Z. papier. Ouais. Donc c'est encore sous plastique. Je le mets là. Donc c'est toujours un peu le même motif de main osseuse avec du végétal. Là aussi, on est. Alors, c'est beaucoup entre effectivement l'anatomie et le végétal, puisque là, on voit un os comme une colonne vertébrale et puis une feuille. Donc là, on a la main dont poussent des plantes. Là, on a plutôt des yeux et des plantes Voilà, ça c'est un de mes personnages que j'aime beaucoup, qu'on a vu fétiches. qui est ici. Ouais, qui est là. Donc c'est mon modèle que j'ai découpé à la main. Attends, je vais montrer là. Un modèle découpé à la main. Après, je l'ai posé sur ma feuille à insoler. Et, après, ça donne ce qu'on voit là. Donc après, même si je travaille avec du papier blanc, les UV passent à travers. N'essayez pas de vous protéger du soleil avec juste une feuille blanche, ça marche pas. Non. En fait, je te montre à toi d'abord. Non, mais je les vois aussi. Hein, je les vois aussi. J'aime beaucoup. Voilà, celui-là, normalement, je l'ai insolé, il va être quelque part. Je fais vraiment une sortie de carton. Hein, Est-ce que c'est aussi un papier que tu as... Celui-là, c'est pas un papier que j'ai fait, mais c'est un D'accord. papier végétal. C'est marrant, ça me fait beaucoup penser au papier du moulin Richard Debat. Je sais pas si tu connais. Non. Et ben, quand tu viendras à Clermont, on essaiera d'y aller. C'est un peu plus loin, c'est vers Ambert. Et c'est une fabrique de papier qui utilise des fleurs et des plantes à l'intérieur de son papier. Donc, tu as des papiers un peu avec cette épaisseur, avec des petites fleurs, des petites plantes dedans. Trop bien. Voilà. Ça me plaît bien. Donc ça, c'est chat. La femme chat. Mais c'est pas très pertinent. Voilà. Ça, c'est vraiment mes deux modèles. Bon, ceux-là, c'est vraiment les tout premiers que j'avais fait. Ils sont pas super réussis. Ça, c'est les visages que tu as fait avec celui-ci. Ouais. Ça, par exemple, j'ai fait ce visage-là. Ça donne ça. Donc même passer à travers le papier blanc, ça insole quand même. On voit parce que là, si vous voyez bien, c'est pas découpé, là c'est découpé, là c'est découpé au niveau des yeux. Et on voit quand même que c'est bien effectivement passé même là où c'est pas découpé. On essaie de montrer peut-être sur Insta. Hop, voilà. Vous voyez, là vous voyez ma main qui passe derrière, on voit là où c'est découpé, mais par exemple tout là-haut, la chevelure, rien n'est découpé. Et la lumière est quand même passée. Voilà. Alors après, j'ai des petites choses plus en anatomie comme ça, parce qu'en fait, avant le Covid, on se retrouvait avec tout un tas de copains pour faire du modèle vivant. Je t'en avais parlé d'ailleurs. Oui. Et donc voilà, donc moi j'étais avec ma planche à découper, j'ai découpé le modèle vivant en direct. Et donc J'ai découpé le modèle vivant. ouais. Voilà. Je suis végétarienne, hein. Mais ça m'empêche pas de découper des modèles vivants en direct. Mais pas les gens.
pas les gens. Voilà le cyanotype comme on a l'habitude de le voir. Oui, très impression ça, de plante pure. Voilà. Ça, c'est très cyanotype. Très fougère, oui, en plus. C'est souvent... Et voilà, ça c'est un de mes préférés, je pense. Très, très beau. Ça fait presque un camé, Ouais, tu vois, des une broche. tout petits et broches avec antiques, donc un mélange de papier découpé et de vraies feuilles. Oui. Et d'ailleurs, ça va me faire une bonne transition pour ce que j'ai à dire après. Parce qu'en fait, c'est des feuilles que m'a ramené une copine du Portugal, D'accord. d'une plante qui s'appelle la Daphné Garou. D'accord. Voilà. C'est important pour moi parce que mon chat s'appelait Garou et que j'ai travaillé sur un court-métrage qui s'appelle Daphné. Est-ce que tu connaissais la plante avant? Non, pas du tout. D'accord. Non, justement, elle l'a trouvé au Portugal et elle a dit ah celle-là c'est pour toi. C'était fait pour toi, ouais. Elle m'en a ramené et ça a donné cette petite œuvre. D'accord. Voilà. Et donc pour parler de mon court-métrage, en fait, Oui. c'est une œuvre d'art à part entière. Moi, je viens du cinéma. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas fait la transition, mais si tu me suis sur Insta et si tu me suis sur Twitch, tu sais que je suis réalisatrice de films d'animation et je fais beaucoup de choses pour les enfants, mais j'ai aussi un volet réalisatrice de films expérimental. Et mon précédent court-métrage était un poème d'une copine adapté en film d'animation, était à la galerie. C'était Elle demeure. Non. C'était. Que t'as emmené à la galerie? Ah non, tu veux dire à l'autre galerie. L'autre galerie, ouais. D'accord. Bah, J'étais dans ma galerie, c'était Elle demeure. Par contre, je connais mon dossier. Oui, donc effectivement, donc Elle demeure, c'était une adaptation, enfin c'était un clip, Oui. Sur le texte de Anades. Et oui, donc vraiment, j'ai ce côté-là d'adapter en images des mots. Du texte. Ce qui fait aussi la transition avec, Avec plus ce tard. dont on parlait tout à l'heure et d'où on va revenir ensuite. Et donc là, j'ai un court-métrage qui s'appelle Daphné, qui est en prise de vue réelle et grattage sur pellicule, que je voudrais présenter à la galerie, et que je peux pas montrer là maintenant parce que ça va faire trop. Bien et sûr. que c'est. Alors non, en fait, Katie, il y avait un minuteur, mais on l'a Oui. enlevé. Tout va bien, ça coupera pas sur Insta. Ah oui, regarde, il y a Anna Voilà. Coucou Anna. Coucou, Anades. Et oui, tu vois, je sais pas si tu l'avais vu du coup Anna. Attends, je vais te montrer là. Tu avais vu ce que j'avais fait avec la Daphné Garou. Donc voilà. Ah, c'est cool que tu nous as rejoints. Et bienvenue à toutes ceux qui sont là. On arrive à lire tout le monde. On discute en même temps, donc c'est vrai qu'il y a un petit délai le temps qu'on lise les messages. Mais on est parti. Oui, ça fait beaucoup. Hein. Ça fait beaucoup d'infos. J'espère Plus la chaleur des lumières. J'espère que tu vas pas m'en vouloir si à un moment je sens la transpiration. Non. Alors, bon, du coup, qu'est-ce que je vais montrer après? Le son sur Insta est meilleur et Anades te répond que c'est trop beau. Oui, je suis d'accord. Alors, attends, je vais changer ça. Attends, tu veux ça quitter? Oui. Donc, ça c'est un peu plus grand, donc voilà. Mais c'est un bon. Ça revient un peu dans ma thématique du intérieur-extérieur, le féminin, tout ça. Donc ça, c'est un format assez grand et que je peux mettre en scène aussi sur des plus grands formats. Ensuite, j'ai travaillé sur du... Celui-là, tu l'avais fait en live sur Insta? Ouais, celui-là, j'avais fait en live sur Insta. Et Attends, on sur va live. pas- Non, faut que tu te mettes devant parce que c'est mieux avec le jeu. Ah, regarde, ça te fait un tatouage. Voilà. Je cherchais une feuille pour pouvoir mettre derrière, qu'on voit bien en fait, mais je fonctionne aussi. Voilà. Donc voilà. Ah, les commentaires apparaissent en bas, Pierre? Ah bah oui, j'avais mis une chatbox, effectivement. Bon, c'est très bien. Une chatbox qui marche parce que sur mon autre Streamlabs, ça ne marchait pas. Attends, on va se faire discuter. T'arrives à travailler, Pierre?
Je vais faire vraiment très très discutable. Sinon, après, si ça c'est la chatbox, tu remontes la chatbox en fait. Et tu la réduis. Aïe aïe aïe, j'en ai dans tous les sens. Très très beau ça. Ça me donne des idées d'affiches. En fait, ça, par exemple, ça c'était un peu ce qu'il y avait à la galerie d'art contemporain, la première que j'ai faite. Ça, c'est un papier calque. Oui. Donc j'aime bien travailler les transparences. Ce qu'on peut faire des jeux, effectivement, avec des lumières bien placées. Ouais. Donc ça, c'est pour montrer, c'était carrément abstrait. Je vais essayer. Et attends, il faut que je termine. Ah oui, voilà, c'est là derrière. Donc ça, c'est avec ce que j'ai montré tout à l'heure, Oui. le personnage. Oui. Et ça donne ça. Tu vois, j'ai Que tu as fait aussi à partir de cette plaque, donc. Ouais, c'est ça. À partir de cette plaque, ça donne ça. Voilà. Et donc, en fait, l'avantage ouais. L'avantage de cette plaque, c'est que après, on peut faire plusieurs tirages. Il en résultera toujours un. Ils apparaissent, Pierre, ils apparaissent. C'est juste qu'ils apparaissent un par un, c'est bizarre, mais voilà. Très beau. Oui, 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 très très beau. Au petit bonheur Valence, ça rejoint la vidéo. Bonjour. J'essaie de suivre, je suis plus proche que toi. Et ben oui, et bien puisque tu trouves ça très beau, Didi Jauneux, tu seras obligé de venir voir l'exposition à la fin octobre. Fin octobre en novembre. Tu ne la louperas pas. C'est ma maman. Ah. Bonjour Didi Jauneux. C'est mon papa et ma maman. Je sais que c'est ma maman qui est derrière. C'est la maman qui fait le community management de la famille. Je peux sortir tout, Pierre me dit. Oui. Ouh. Donc, il y a plein de choses, hein. J'essaie de montrer partout. J'avais prévenu que ce serait une sortie, c'est vraiment un work in progress. Donc là, on a la feuille qu'on a vue tout à l'heure, effectivement. Ouais, c'est ça. Il y a donc la feuille colonne vertébrale. En même temps, j'aime bien que ce soit un peu le bordel. Non, mais c'est bien, mais c'est vivant en fait, c'est pas le bordel, je suis désolée. Vous voyez cette feuille? On voit en fait, c'était collé. Mais ah oui, on voit derrière le petit le point de colle. Mais finalement, j'aurais dû la montrer dans ce sens. C'est mieux que ce soit pas collé. Parce que comme ça, après, je peux faire mes cyanotypes avec. À un moment, ça m'avait pris de faire des trucs fluo. Ouh, ça vous arrache les yeux ou pas? Alors, en vidéo, peut-être pas nécessairement. Mais en vrai. IRL un petit peu, mais c'est sympa aussi, ça donne quelque chose. J'aurais presque fait un énorme contraste entre les papiers en prenant pas du blanc. En noir, hein. Ouais, en noir ou un rose, tu vois, ou un bleu, enfin. Ça arrache encore un peu plus les yeux. Non, mais en fait, on avait fait une expo comme ça avec un artiste à la galerie qui travaillait sur des couleurs fluo et sur le génome. C'était super, je te montrerai à l'occasion. Et effectivement, ces œuvres étaient intégralement fluo avec des codes couleurs vraiment sympas. Et presque au final, si tu mets deux couleurs très très vives ensemble, et ben ça évite ce côté. Il y en a une qui pique les yeux parce que ça s'égalise un petit peu. D'accord, ok. Ouais, et c'était vraiment vraiment sympa et très très beau effectivement. Vous voyez toujours le personnage de tout à l'heure. Les grands formats. Ah, mais en fait, c'est pas si grand. C'est un format raisin. Toi, tu verrais. Toi, pour toi, ça, c'est le format max que. Alors non, tu peux y aller. Hein. On a déjà mis du 200 par 200 dans la galerie. Okay. On peut se faire plaisir. On en met beaucoup moins. Moi, j'aime bien alterner les formats. Mais généralement, les artistes qui travaillent sur le papier, c'est vrai que j'en ai pas vu beaucoup travailler sur d'encore plus grands formats, mais on peut se faire plaisir. Ah oui, tiens, d'ailleurs, j'ai un format énorme de 2 mètres de haut que j'aurais pu montrer, je sais pas où il est passé. Ça va être plus dur à faire passer à la caméra. Oui. Sauf si je me mets loin. Mais parce que du coup, je me demandais. Oui. Question format. Oui. Très bien. Parce que alors ça c'est quand même super important le format quand on travaille en galerie. Tu vois, les gens sont d'accord avec moi. En bleu, en vert. Alors le bleu, faut faire attention parce que c'est la couleur correspondante du orange et ça peut très vite tourner à la catastrophe.
Par contre, oui, le vert, ça peut être très, très, très sympa avec ce orange. Super, le dernier, Pierre. Tu parles de celui-là, là? Ici. Tout fonctionne au top. Merci beaucoup, Ouais. Pierre, Non, pour le soutien tout technique. tout est très canon. Tout est très, très beau. Alors oui, donc nous parlions format. Oui. Pardon, on est dissipé. Oui, on parle format parce que du coup, c'est pas la même implication pour moi de faire des petits ou des grands. Bien sûr. Toi, c'est pas le même objectif d'avoir des petits et des grands aussi dans ta galerie parce que j'imagine que déjà tu les vends pas au même prix. Non, effectivement. Est-ce que c'est plus intéressant d'avoir plus de grands formats? Est-ce que c'est intéressant? Dis-nous tout. Alors, je trouve ça intéressant. Attends, je Vas-y. me permets de m'asseoir un tout petit peu. Je trouve ça intéressant d'avoir quelques grandes pièces. D'abord parce que typiquement, quand on va faire une affiche, par exemple, on va faire l'affiche sur une grande pièce. Et ça va être le visuel qui va attirer les gens, et avoir quelques grandes pièces dans la galerie, c'est aussi ce qui va faire rentrer, parce que c'est là où les gens vont pouvoir voir le travail. Si tu mets que des petites pièces, les gens voient pas, c'est un peu flou, ils peuvent ne pas nécessairement oser rentrer, là où quand tu vas commencer à mettre des grandes pièces, c'est intéressant. Après, justement, moi j'aime bien mettre aussi beaucoup de petites pièces, voire avoir juste quelques grandes pièces et des petites pièces, justement parce que le mot d'ordre de la galerie, c'est aussi l'art pour tous et toutes. Et l'art pour tous et toutes, ça implique aussi un art financièrement accessible. Et effectivement, plus la pièce va être grande, plus elle va être chère, plus tu vas te couper d'une partie du public en fait qui pourra pas acheter ton art. Après, ça peut être intéressant d'avoir un système de repro aussi, parce que ça permet encore de descendre un petit peu dans le budget parfois, et que les gens se fassent plaisir aussi, on descend encore un petit peu. Mais moi, j'aime bien effectivement mixer les grands et les petits formats, justement parce que c'est aussi le principe de la galerie, de la mienne, de pouvoir avoir des prix accessibles à tous. Et aussi, on est chez moi dans un petit volume, hein, j'ai une pièce qui doit faire dans les 27 mètres carrés. Si tu mettais que des 200 par 200, on met 4 et c'est fini. Tu vois. Ce qui est un petit peu dommage quand on veut pouvoir montrer un panel, surtout que moi j'aime les expos qui sont aérés, parce que pour moi, plus on en met aussi, plus le regard se perd, et plus les gens vont pas nécessairement savoir. Typiquement, pour acheter une œuvre, en fait, vous en avez 45 dans l'exposition, assez collées les unes aux autres, très très proches. Bah, votre regard, il va sauter de l'une à l'autre, et vous avez envie de tout voir et vous avez envie de tout savoir. Mais vous êtes aussi moins en capacité de vous décider pour acheter quelque chose, parce qu'il y en a trop, il y a trop d'informations qui arrivent au cerveau. Donc j'aime bien les expos épurés, et si on veut quand même montrer un bon panel, les petits formats c'est assez idéal, mais toujours avec ces grandes pièces fortes en fait qui vont attirer les gens du dehors, et ensuite les petites pièces qui vont pouvoir déclencher potentiellement la vente. Ok. Et alors une grande, donc tu dirais qu'il faut une grande pièce, par exemple, et combien de petites alors? Alors typiquement, moi j'ai 2 grands murs. J'ai la vitrine qui est plus petite, et j'ai un mur derrière mon bureau qui est assez petit. Et bien sûr, comme il est derrière mon bureau en plus, il faut compter que il y a un être humain assis au bureau. Donc forcément, tu mets quelque chose d'un peu plus petit et pas trop. J'aime bien avoir au moins une pièce forte sur chaque mur. Ah ok, d'accord. Voire 2. Ouais. Ça va dépendre. Après, ça dépend aussi ce qu'on entend comme grand format, parce qu'effectivement, on ferait une œuvre à taille humaine, on va dire un 170 par 90, tu vois. Tu vas en mettre un sur un mur. C'est bien qu'en face, si tu as un grand format, il soit peut-être potentiellement un peu plus petit, tu vois. Donc on va jouer avec les hauteurs. On va aussi potentiellement accrocher 2 petits formats l'un par-dessus l'autre pour régler et qu'il n'y ait pas non plus une énorme distorsion. Mais tout dépend effectivement de la taille des formats en fait. Ok. Moi je m'étais dit que je ferais bien ce visuel-là, mais en Oui. très très grand, tu vois. Oui. Carrément. D'avoir parce que je l'avais fait, bon alors là du coup je l'ai plus sur moi, mais je l'ai fait en petit comme ça, en découpe laser.
Et du coup, je m'étais dit, peut-être je peux prendre une grande plaque de contreplaqué et le faire en découpe en bois. Oui, Et d'avoir une sculpture en bois découpée. complètement. Euh, voilà. Et tu Ça, voyais ça pourrait être ça. quel format à peu près? Et moi, je voudrais que ce soit grand comme ça, quoi. Alors là, pour le coup, effectivement, t'en mets qu'une, tu vois. Ouais. Voilà. Donc, une comme Mais ça. après, ça peut être bien de faire justement le rappel de cette grande pièce en bois avec un format papier. Et puis, tu vois, Ouais, ok. on peut ne pas se contenter que ce visuel-là, il soit sur une seule pièce aussi. On peut jouer la déclinaison, le rappel, parce qu'en plus, toi, t'es une artiste qui manie plein de techniques et de supports différents. Ça peut être intéressant de jouer aussi sur le rappel du motif sur une autre pièce grande mais un peu moins grande. Et alors justement, toi, t'exposes beaucoup de tableaux. Tableau et dessin. J'ai quand même Tableau et beaucoup dessin. d'artistes du papier. Hein. Oui, oui. Et mais du coup, c'est toujours dans des formats à plat. Est-ce que ça va pas défrayer si, par exemple, là, du coup, c'est une forme en bois, mais qui est pas dans un cadre carré, tu vois. Non, pas forcément, puisque j'ai exposé de la mosaïque, par exemple. Donc, il y avait quand même du volume. Je suis plus frileuse quand il s'agit vraiment de sculpture 3D, tout simplement parce que pour qu'elle soit sympa, il faut les détacher bien du mur, voire potentiellement avoir une circulation tout autour à 360. Et je suis un peu plus frileuse parce que l'espace n'étant pas très grand, j'ai toujours peur qu'il se passe un accident. Mais après, on peut tout à fait décoller un peu les choses du mur. Par exemple, l'artiste que j'accueillais là, elle fait du papier, mais ses œuvres étaient toujours mises dans un cadre avec une épaisseur pour la décoller du fond du cadre. Ouais. Et ça, c'est sympa parce que ça crée justement un petit peu de volume dans l'œuvre. Donc non, c'est pas du tout un problème, bien au contraire. Ok. Hélène, essaye d'approcher le micro de vous sur Twitch, on vous entend moins bien. Est-ce que c'est le fait qu'on se soit assise? Ouais, en fait, ce micro-là, il faut qu'on parle comme ça, mais bienvenue aux spectateurs et spectatrices Twitch. On va se rapprocher. Bienvenue voilà, aux nouvelles personnes qui nous rejoignent et sur Twitch et sur Insta. Et voilà. Donc ça pour toi, c'est quand même déjà un grand format, en fait. Oui. Après, pas un très grand format. Ouais. Mais typiquement, hein, par rapport à un A4. Après, j'en ai des tout petits, hein. Par rapport à un A4, c'est du grand format, tu vois. Après, je suis fan aussi des tout petits formats parce que les tout petits formats comme ça, on peut aussi créer d'autres volumes dans une pièce en les mettant, par exemple, j'ai des meubles en vitrine, tu vois. Typiquement, on peut les poser dans un meuble en vitrine, on peut les poser sur des socles, etc. Ces petits formats comme ça, ils n'ont pas besoin d'être au mur. Ah oui, ok, ouais. Et ils vont créer un rythme différent dans la galerie, qui anime aussi un peu, qui donne de la vie plus que justement le simple aplat au mur, comme tu disais. Ouais. Ouais, donc tiens, ah non, il tient pas. On peut peut-être le faire tenir là. Bah si, il tient le bout. Il est un peu bas, quoi. Voilà. Comme C'est ça, bon, t'avais c'est quelque bon chose à que vous regarder. puissiez le voir. Attends, je vais me relever un petit peu. Non, tu peux. Si tu vois bien. Moi, je vois bien. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai donc mon petit. Vous voyez pas parce que c'est hors champ. Mais moi, j'adore parce qu'elle a tout un tas de choses dans lesquelles elle va farfouiller pour trouver des choses à me montrer. J'en ai du rose. Et le rose, mais c'est génial, tu vois. Typiquement, ce rose-là, honnêtement, je pense que tu pourrais essayer de le contraster avec ton orange, voire même avec ton vert. Mais encore une fois, il faut toujours se méfier un peu des couleurs complémentaires qui peuvent faire too much. Mais voilà. Je pense que ça peut être intéressant de le décliner avec un bleu. Voilà, typiquement. Ouais, ok, donc pour que ça rentre plus en vibration. Voilà. Après, c'est beau avec le blanc aussi, hein. Mais ça peut voilà, avoir une énergie complètement différente avec deux couleurs en fait, couleur. Ouais. Est-ce que du coup, ça, par exemple, c'est du papier découpé, mais est-ce que je le mets sous cadre? Est-ce que je le laisse comme ça? Ça, c'est la question de la vente plutôt. Parce que ça arrive souvent que les artistes
veuillent pas mettre de cadre parce qu'ils ont cette conception artistique de la scénographie et de l'accrochage qui va être j'ai un artiste un jour qui m'avait dit celui-là je veux pas l'encadrer, je veux le punaiser au mur. Ouais. Oui, et en même temps si tu te mets du côté du client, Il a pas envie de se puniser des trucs chez lui, quoi. oui voilà, il va punaiser potentiellement un poster, une affiche d'un film et pas un film, tu vois, plutôt un truc mainstream ou quoi. Il va punaiser les dessins de ses enfants ou des choses comme ça. Une œuvre d'art qui va lui avoir coûté un certain prix, qui est une pièce unique, il va pas nécessairement avoir envie effectivement de la punaiser et il va surtout vouloir un objet prêt à être accroché. Ça peut être un frein, pas nécessairement, hein, parce qu'il y a aussi des acheteurs qui ont envie de faire leur propre accrochage, et ça, c'est quelque chose que tu ne peux pas maîtriser ensuite. Une fois que tu as vendu l'œuvre, l'objet en tant que tel leur appartient et ils peuvent changer l'accrochage. Mais tous les acheteurs n'ont pas forcément envie de devoir aller voir un encadreur et payer un supplément, en fait, financier qui peut être conséquent en fonction du format de l'œuvre. Pour un cadre typique. Tu as aussi des artistes qui considèrent que le cadre fait intégralement partie de l'œuvre, donc ils ont envie d'avoir ce choix plastique du cadre. Moi, pour une simple question de praticité d'accrochage d'exposition, j'aime bien le cadre. Oui. Voilà. Et encore une fois, parce que tu vois, on pourrait très bien envisager, il y a des systèmes, tu sais, avec une bande de bois qui se met là et une qui se met là pour pas l'enfermer intégralement. Mais est-ce que ça colle à l'œuvre? Est-ce que ça va plaire à l'acheteur qui va se dire c'est facile à accrocher chez moi ou pas? Et après, par contre, il faut pas oublier que qui dit cadre dit pas forcément effectivement écraser l'œuvre. T'es pas obligé de mettre la vitre, par exemple, dessus. Après, ça va être une question à réfléchir sur la fragilité de l'œuvre. Sans la vitre, forcément, elle risque de prendre la poussière. T'as des petits volumes. Est-ce que ça risque pas de se coincer dedans? Est-ce que ça risque pas de se gâcher? Si t'as des choses avec de la couleur, comment est-ce qu'elles vont vieillir dans le temps, etc., etc. Et tout ça, c'est une pérennité à laquelle on pense pas forcément quand on crée. Mais du côté de l'acheteur, c'est une question qui est importante, en fait. Parce que quelqu'un qui va acheter une œuvre, il mettra un certain prix, et 3 ans après, quand il l'a accrochée chez lui, et il la retrouve et puis les couleurs sont passées, ternies, elle s'est tachée, elle s'est écornée, elle s'est déchirée. Ça t'est déjà arrivé qu'il y ait des gens qui reviennent te voir en disant... Non, jamais. Et je croise les doigts, je touche du bois pour que ça n'arrive jamais. Mais typiquement, c'est une discussion que j'ai eue avec une artiste récemment parce que elle travaille à l'encre. L'encre, ça peut être quelque chose de très fragile. L'encre, ça peut réagir aux UV justement. Et typiquement, dans une galerie comme la mienne, où il y a aussi une vitrine, faut aussi réfléchir à ce qu'on met dans la vitrine, parce que la vitrine va prendre le soleil potentiellement. Est-ce qu'on risque d'endommager les œuvres qu'on met dans la vitrine? Là, par exemple, c'est un truc que j'ai fait en 2017, tu vois, la colle, elle commence à apparaître. Elle passe un peu à travers, voilà, typiquement. Donc ça, je sais que, c'était un essai. Il faut en faire des essais. Oui, bien sûr. Et puis après, ça veut pas dire que est-ce que tu peux envisager de la reprendre d'une autre manière, de rajouter un papier par-dessus, etc. Une œuvre, elle est jamais gâchée non plus parce qu'elle a changé, en fait. Il y a peut-être un moyen de tout simplement de lui faire prendre une autre direction. Et alors, on n'en est peut-être pas encore là, mais est-ce que tu as déjà des idées de prix que toi tu veux mettre dans ta galerie? Est-ce que tu sais... est-ce que tu as des tranches en fonction de la taille, en fonction de... Pas nécessairement, parce que ça dépend de plein de choses. Ça va dépendre, un prix, ça se fixe en fonction de la technique, en fonction du matériau, en fonction aussi quelque part de l'expérience de l'artiste. C'est pas les mêmes prix pour un artiste débutant. Il y a des grilles qui existent, qui sont très faciles, pardon, je me rassois un petit peu, qui existent pour les tableaux, pour la peinture, qui sont pas nécessairement applicables à l'œuvre sur papier. Après, ça peut te donner une idée. Ça va dépendre aussi de toi, de tes prix à toi. Et ensuite, il faut bien penser que, donc moi, je touche une commission qui est de 30%, qu'on rajoute généralement. C'est pas cher 30% au prix d'artiste.
Une galerie, généralement, c'est dans les 50%. Ah oui, ouais. Voilà. Moi, ma politique, c'est 30%. C'est comme Donc tu ça. fais déjà des prix pas chers Voilà. et en plus tu prends moins. Voilà. Mais parce que l'idée quand j'ai créé la galerie, c'était vraiment d'aider des artistes débutants ou en difficulté ou qui ont très peu exposé. Et c'était presque de leur ouvrir des portes, tu vois, professionnelles d'artistes. Donc forcément, on commence étape par étape. Voilà. Peut-être un jour je passerai aux 50%, mais c'est pareil. Moi, je pense que il faut aussi avoir un petit peu établi sa renommée en tant que galerie pour demander la moitié du prix, en fait. Enfin, voilà. Après, on rentrerait dans un tout autre débat, mais moi, j'estime que je ne suis pas la personne qui a créé l'œuvre. J'ai pas envie de toucher la moitié de cette œuvre. Je me sens pas à ma place comme ça. Donc, moi, c'est 30%. Mais effectivement, ça peut, malgré tout, même si c'est entre guillemets que 30%, ça peut très vite faire exploser un prix où on va se retrouver un peu trop haut par rapport au marché. Et donc là, après, c'est une discussion entre toi et moi pour dire est-ce qu'on peut baisser un peu les prix, est-ce qu'on peut trouver un compromis un peu plus logique, parce que il faut pas se sous-vendre. Souvent, si tu mets ton prix trop bas, il y a aussi quelque chose, un signal que t'envoies qui est je ne donne pas de valeur à mon travail. Et c'est dommage. Si tu mets un prix trop élevé, tu peux aussi avoir le problème de malheureusement tu ne vends pas. Faut pas chercher à vendre à tout prix, donc faut pas se brader. Malgré tout, à un moment donné, être artiste, je vais pas te l'apprendre, c'est un coût entre l'énergie, mais aussi le matériau, la formation potentiellement, tu vois, si tu t'es formé à faire du cyanotype, les cadres, les coûts de déplacement, etc., ça chiffre vite. Et donc, t'as aussi besoin de pouvoir vendre des œuvres, en fait, pour pouvoir quelque part auto-financer ta pratique artistique. Donc, c'est toujours, c'est un équilibre délicat à créer. Mais voilà. Donc, je peux pas te dire comme ça, je vais vendre celui-là à tel prix, je vais vendre celui-là à tel prix, parce que c'est vraiment aussi tout un calcul après un peu complexe. Après, par contre, moi, ce que j'aime bien faire, c'est avoir une cohérence dans ma grille de prix. Il va y avoir un espèce de prix proportionnel où si un A4 est à on va dire 150 €, et le A3 c'est pas 2 fois 150 €, tu vois. Il faut nuancer un petit peu ça. Je fais des produits en croix, tu verras. J'attribue un système de points à mon prix, à ma dimension, et après je fais un petit produit en croix. Ok. Voilà, c'est des petits contes d'apothicaire, mais qui se sont toujours retrouvés comme étant viables. Et après, sinon, on peut toujours se baser sur cette échelle, prendre l'échelle des tableaux. Donc, tu sais, si on est sur un système de toile, on a une espèce de nomenclature, en fait, des tableaux avec un 16 par 24, ça va être, je vais dire une bêtise parce que j'ai plus exactement en tête, ça va être un 1F, donc format figure. Avec 1, il a un point, et tu détermines que ton point vaut tant. Mon point vaut 20 €, mon point vaut 30 €. Et ensuite, un 50-50, c'est je vais dire encore une bêtise, mais un 25F. 25 fois le prix de mon point. Ok. Ça, c'est comme ça le calcul des tableaux. T'as une nomenclature qui existe en format figure, paysage et marine, portrait et marine. Et voilà. Et c'est aussi quelque chose qui peut être utilisé même pour le papier. Simplement, c'est vrai que le prix au point, potentiellement pour le papier, peut être moins cher que le prix de la toile. Ok, ça marche. Ok. Est-ce que tu fais un verre d'eau? Volontiers, s'il te plaît, parce qu'il fait très chaud. Je vais. Pierre demande si tu prends des notes. Je ne pense pas qu'elle prenne de notes, mais par contre, je pense que ça fait beaucoup là. Elle aura le replay, elle pourra toujours réouvrir, relire. Elle pourra m'appeler, elle pourra m'envoyer un message. Voilà. On parle tous les jours. C'est ce qu'on a dit en début de stream. Tous les jours ou presque. Donc, elle saura où me trouver pour poser des questions sans problème. Oui, je sais que... Ouais, alors du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour, bien en amont, se dire que... déjà pour toi, une expo qui a une expo succès, c'est quoi? C'est déjà une expo bien préparée, bien communiquée. Encore trop souvent, j'ai des artistes où j'ai beau réclamer,
en amont. Des fois, c'est ma faute. Des fois, je suis malheureusement en retard parce que je me suis laissée prendre par une activité ou une autre. Et des fois, même quand je demande bien en amont, j'ai pas les infos en amont. Et si tu communiques pas sur ton expo, très logiquement, tu n'auras pas assez de monde. Donc, il y a... Donc une expo succès, c'est une expo où il y a du monde qui passe. C'est une expo où il y a du monde, oui. J'aime pas mesurer le succès aux ventes, parce qu'il y a aussi des gens qui ont besoin de temps pour se décider à l'achat. Il y a aussi parfois besoin de te revoir plusieurs fois. Je suis sûre, je fais tout à fait confiance, Pierre, à Hélène et à toi pour avoir par contre tout dans les temps. La preuve, c'est que je pense que c'est la première fois que ça m'arrive où on est quoi? On est en mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. 5 mois avant l'expo, on est déjà en train de la préparer. C'est assez fou. Voilà. Ça n'arrive pas tout le temps. Mais voilà. Pour moi, une expo à succès, c'est une expo agréable esthétiquement. Donc, c'est une expo qui a été bien pensée. C'est une expo qui a été construite. Si tu faisais un méli-mélo de tout et de n'importe quoi, un peu comme ce que je te présente là c'est non, parce que c'est cohérent, parce que justement, je sais que t'aurais pu sortir un tas d'autres choses qui sont d'autres thématiques, d'autres sujets, et t'as commencé tout de suite en me disant, voilà. On est là. Mais t'as commencé en me disant, la thématique sur laquelle je voudrais travailler, c'est les femmes sauvages. Donc c'était quelque chose que t'avais déjà pensé, donc on est déjà dans une direction. C'est déjà une bonne clé de succès. Donc voilà, c'est d'avoir une cohérence. On peut montrer plein de choses variées. Et ça arrive d'avoir des artistes qui sont, tout comme toi, multi-plateformes. Il faut trouver la clé de la cohérence. C'est une expo sur laquelle on communique bien. C'est une expo sur laquelle il y a des gens qui viennent la voir. C'est une expo sur laquelle on a des retours. Et en bas de mon échelle, c'est bête, mais c'est en bas de mon échelle, c'est une expo qui vend. Okay. Parce que parfois, il va falloir effectivement que tu fasses 1, 2, 3, 4 expos, et à la 4e, les gens vont se dire je l'avais vu et j'avais eu le coup de cœur, et j'ai pas voulu acheter cette fois-là parce que j'ai hésité, mais là, ça y est, c'est maintenant. Ok. Voilà. Mais alors du coup, c'est 3-4 expos chez toi ou c'est-à-dire que dans 4 ans, on dira... Pas forcément, parce que quelqu'un qui va être vraiment intéressé, on a l'avantage de vivre dans une époque où on a des réseaux sociaux, on a des choses qui permettent de suivre les artistes en live. La preuve, regarde, on est sur Insta et sur Twitch en même temps. Oui, salut tout le monde. T'as un site internet. Aujourd'hui, on a aussi cette possibilité, si vraiment on a le coup de cœur pour un artiste, de le suivre. Et moi, je le vois beaucoup parce que la question a switché. Et là où c'était avant, est-ce que c'est ici qu'elle expose? Et entre guillemets, sous-entendu, est-ce qu'elle est là en permanence? La question est, où est-ce que je peux la retrouver? Est-ce que vous avez une carte? Est-ce que vous avez un site internet? Est-ce que vous avez Instagram? Oui, alors c'est justement, ça c'est une autre question que j'avais eue avec la précédente galerie. Il y a un catalogue d'expos qui est fait donc pour l'expo. Après, les œuvres qui sont exposées, elles sont, c'est pas qu'elles t'appartiennent, mais c'est-à-dire que en fait, tu as quand même un droit c'est-à-dire que si les gens viennent la voir et qui ont le coup de cœur mais qui n'achètent pas tout de suite, c'est quand même par toi qu'ils doivent passer pour l'acheter après. C'est une question qui est un petit peu complexe. Je me verrais pas, imaginons qu'effectivement, dans le cas de figure où la personne, elle met 4 ans à se décider à acheter une œuvre, je me verrais pas dire à l'artiste, oh oui, mais c'est chez moi qu'elle l'a vu, t'es gentil, tu me passes ma com. Tu vois? Il y a une espèce de convention comme ça, qui dit qu'effectivement, tu vas toujours avoir des gens, en fait, qui ont envie de filouter. Les gens savent que l'œuvre, elle coûte plus cher en galerie que directement auprès de l'artiste. C'est normal, il y a cette commission. T'as toujours des gens qui vont avoir envie de squeezer la commission et qui vont aller voir l'artiste directement pour dire oui, mais moi je voudrais vous l'acheter, mais je voudrais pas l'acheter depuis la galerie. Ça, c'est un contrat de confiance en fait, entre l'artiste et le galeriste, où l'artiste va dire très bien, mais alors soit les artistes vont dire ok, mais voyez directement avec la galerie, je m'en lave les mains, je veux pas m'en occuper. Soit l'artiste va vendre au prix galerie et reverser sa com à la galerie. Ah oui, okay. Mais encore une fois, pour moi, c'est un deal qui expire dans le temps. Ah oui, ok. Voilà, c'est pas un truc, effectivement, sur les retombées immédiates de l'exposition, des gens qui vont s'identifier clairement comme étant, je vous ai vu à Volcanicar et je voulais acheter, mais je voulais pas acheter à Volcanicar.
Bof. Voilà, c'est pas très très gentil parce que c'est aussi comme C'est ça que je arrivé me rémunère sur les œuvres. C'est déjà arrivé? Oh, alors, malheureusement du côté de la galerie, tu le sais pas toujours puisque justement, voilà. Mais c'est arrivé effectivement, moi que on fasse un événement, typiquement par exemple un live, et que les gens achètent à l'artiste en live et que l'artiste vende prix galerie et reverse la commission. Ok. Voilà. Ah, c'est vrai que moi, du coup, vendre en direct, ça m'intéresse pas tellement. En compliqué, fait, on est aussi un système de sécurité, il faut voir ça comme ça. On n'est pas que là pour prendre notre com, mais on est aussi là pour sécuriser un achat. Je prends l'exemple d'une amie artiste que je connais à Clermont-Ferrand, qui n'est pas du tout dans ma galerie, mais qui est venue me voir l'autre jour. On a fait un gros événement samedi soir dernier, et elle est venue me voir mardi en me disant tu sais pas, j'ai vendu, c'est trop chouette, mais la dame, elle m'a fait 3 chèques et elle vient chercher son œuvre mercredi. Non. Voilà, je lui ai dit tout de suite, 3 chèques, pourquoi pas, c'est très bien. Hein. Moi aussi, j'offre des modalités de paiement en plusieurs fois. C'est encore une fois art accessible à tous. C'est aussi pouvoir s'arranger pour pouvoir la payer quand on a le coup de cœur sur une un peu plus chère que son budget mensuel. Mais l'œuvre n'est remise qu'à la fin du paiement. Ah oui, ok. Parce qu'on est là aussi pour sécuriser et faire en sorte qu'on soit sûr que vous touchiez votre argent, en fait. Voilà. Donc, elle a envoyé, je lui ai dicté un petit message, elle a envoyé un message à sa cliente en disant je suis désolée, j'y ai pas pensé sur le coup, mais en fait, dans la mesure où vous avez fait 3 chèques, je vous propose qu'on se rencontre pour récupérer l'œuvre à la fin de votre paiement. Et bien sûr, la dame a dit pas de souci, c'était mon coup de cœur, évidemment je comprends, j'y ai pas pensé non plus, et c'est très bien passé en fait. Quand les gens sont honnêtes, il y a aucun problème avec ça. Mais c'est des choses qui refusent déjà, c'est louche en fait. Exactement. En fait, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, c'est simple. Hein. Si la dame refuse, tu peux potentiellement, voilà, te méfier un petit peu. Après, ça aurait pu être oui, mais c'était un cadeau d'anniversaire pour là, mais je peux pas la payer en une fois. Oui, très bien, d'accord, mais vous faites un bon cadeau pour vous aurez votre cadeau plus tard. Ouais, c'est ça. Et voilà. Et c'est des choses où moi je vais y penser parce que c'est mon métier. Où l'artiste n'y pensera pas forcément parce qu'il y a aussi cet attachement émotionnel en fait à dire je suis trop content, j'ai vendu quelque chose. Ouais. Et donc peu importe le comment quelque part. Ça. Et en fait non, pas peu importe le comment. Bon bah voilà, je pense que j'ai déjà montré pas mal de choses dans cette thématique. Oui. Donc il y a aussi le film qui est que je te montrerai. Du coup, je pensais que je le montrerais avant, mais tout est passé si vite. On regardera après. On a du temps. Donc voilà. Donc c'est un mix végétal, fluo, féminin, tout ça. Non, mais très bien. Ils pensent. Après, peut-être qu'on peut demander aux gens s'ils ont eux aussi des questions, que ça soit à toi ou à moi. Après, j'ai aussi d'autres. Attends, je vais pas montrer celle-là. Oui. Toujours dans la même. Pardon. Il y a Joey qui. Le oui était pour Joey. Joey le chien. Ah, Pierre a une petite question. Oui, Pierre, nous t'écoutons. Nous te lisons. Qu'as-tu envie de raconter dans cette expo, Hélène? Effectivement, c'est une question qui est très pertinente. Après, tu l'as quand même évoqué un petit peu en début d'exposition. Tu as parlé de la femme sauvage, de ce lien au végétal. Oui, bah du coup, c'est une bonne question, Pierre Dron. Ce que je disais aussi, c'est que je peux pas mettre des mots vraiment dessus. En fait, c'est comme quand on écrit un roman, transition pour la suite. Tu sais la thématique que tu dévoiles au fur et à mesure où tu la crées. Donc là, c'est vrai que ces pièces, je les ai faites dans l'instant, dans l'inspiration, etc. Alors, c'est des pièces que tu as faites à peu près à quelle époque? Du coup, ça remonte à partir de 2017 jusqu'à assez récemment là. En fait, ce carnet-là, tant que j'ai pas fait l'expo justement, tant que j'ai pas touché, tu continues à le nourrir. Ouais, je le nourris parce qu'il y a un truc qui est pas exprimé. Abouti. Et, est-ce qu'il y a eu un déclencheur? Parce que ça peut être ça, l'histoire. Est-ce qu'il y a eu un déclencheur? Bonjour, bonjour Laura Di. Bienvenue chez nous. Et merci, tu trouves ça super sympa, c'est cool. Et bienvenue pour la première fois sur Twitch.
Oui, en fait, L'élément déclencheur. Je te remets dans ouais, le... l'élément déclencheur, c'est vrai que bah, en fait, voilà, ça va faire la transition avec ce qu'il y a après, c'est que moi j'ai une histoire qui est un conte que j'ai écrit euh, il y a 7 ou 8 ans, qui, qui est pour moi une histoire de plante à viande. Donc il y a un mélange entre l'animal, le végétal et ce truc charnel, c'est le truc qu'on plante et qui pousse Est-ce comme qu'on ça. est sur de la viande humaine? Et voilà, en fait, pour moi, tu vois, oui, c'est un peu de la viande humaine. C'est un mélange donc d'intérieur, d'animal, de végétal. Enfin, c'est Daphné en fait. La Daphné, c'est le personnage mythologique Ce que tu disais. qui se transforme qui préfère se changer en arbre plutôt que de succomber à l'amour en fait, et d'appartenir à un homme. Et D'où le côté féministe dont tu parlais aussi ouais. tout à l'heure. Et donc du coup, j'ai écrit ce conte. Je pensais en faire un film à la base, un film d'animation, parce que moi, c'est mon cœur De métier. de métier. Ouais, c'est par là que j'exprime d'habitude mes idées. Le film, c'est pas fait parce que faire de l'animation, ça coûte cher, c'est long, etc. Je l'ai écrit, réécrit. Je dois avoir 15 versions de scénario de ce projet. Et puis c'est pas fait. Et en fait, j'ai un truc comme ça où je suis capable de maintenir mes idées plusieurs années. En fait, c'est les idées qui m'habitent plutôt. Elles me lâchent pas jusqu'à ce qu'il y a un truc qui sorte. Donc j'ai commencé à gribouiller, dessiner, machin. C'était toujours pas exprimé. Et je me suis dit, tant pis, bah avec Gaëlle, qui est mon amie d'enfance, avec qui je fais des films aussi, qui est comédienne. On est parti une semaine en résidence et on a tourné des images. Euh, on a fait ça sur 3 années de suite parce que mine de rien, c'était encore plus long que ce qu'on imaginait. Enfin, à chaque fois, je me dis, allez non, là c'est bon, on le fait, ça, bon voilà. Donc j'ai fait un film et en fait le film il exprimait encore pas tout à fait ce que je voulais. Et là, il y a eu un confinement. Et le confinement, en fait, je me suis dit, mais cette histoire-là, je vais en faire un roman. Parce que au moins, toutes ces histoires d'images, parce que moi, il y a ce côté aussi, le cinéma, ça coûte cher, il faut demander les autorisations. Plein de Oui, gens, oui, il y a des voilà. contingences qui te limitent aussi. Qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça sorte quand même, mais voilà, sous forme de roman. Et donc c'est là que nous nous sommes rencontrés parce que le roman nous a réunis dans ce challenge qui est le NaNoWriMo, qui est en novembre, Dont on parlera après. dont on parlera après. Et c'est là que j'ai écrit un roman qui s'appelle Cher Royal et qui parle justement qui reprend le conte que j'ai écrit à la base et qui le romance un peu et qui habite plus les personnages comme ça. Et avec Cher Royal, est-ce que tu as la sensation que cette fois-ci, c'est là l'aboutissement de cette idée et de ce projet, ou pas encore et pas tout à fait? Est-ce que tout simplement l'aboutissement, ça sera pas non plus le court-métrage, le film, plus le plastique, plus le roman en fait? Est-ce que c'est pas tout ça qui va fournir l'aboutissement? Si, je pense que si, parce qu'en plus, donc ce roman, je me suis heurtée à d'autres contraintes que j'avais pas du tout prévues, parce qu'en fait, c'est encore plus long que ce que j'imaginais. Une fois que t'as écrit ton roman, il faut le réécrire, corriger, réécrire. Et à un moment, je me suis confrontée aussi à le tenter en maison d'édition. Je me suis dit, ah non, ça y est, enfin, j'ai vraiment donné mon maximum pour pouvoir le diffuser sur les maisons d'édition classiques, on va dire, parce que je pensais que c'était là que je toucherais le plus de monde. Or, en fait, pour rencontrer aussi des auteurs et des autrices au fur et à mesure, les livres, même quand ils sont bien édités, au bout de quelques semaines, ils n'existent plus. Et moi, c'est pas ça que je voulais. En fait, c'est bien aussi quand on a un projet de dire ce qu'on va en faire. Si c'est vraiment éphémère, si c'est. Oui, t'as envie de l'inscrire dans une certaine pérennité. Ouais, bah, je vais peut-être écrire qu'un seul roman dans ma vie, mais je veux que ce soit celui-là. Non. Mais je peux réécrire encore pendant 10 ans, il n'y a pas de problème. À chaque nano, tu réécris le même.
Donc voilà, et donc là, en fait, une version que j'ai écrite dont je suis à peu près satisfaite, quand je le fais relire au bêta lecteur, et ben on me parle d'une version graphique où Ah! je m'étais dit bon ben Donc il y a peut-être une étape encore voilà, qui va il y a une arriver. étape qui va arriver. Bah attends, du coup ça va te faire la transition parfaite parce que attends, c'est tout en dessous. Attends, j'arrive. J'ai commencé Tout ça? ouais, c'est tout ça. Bon, ça, c'était Je encore sers à quelque chose, c'est incroyable. Et donc, Est-ce que tu veux que je repousse ça de côté? non, on va le laisser comme ça. T'es sûr? On laisse ça vivant. Ouais, tu Ah. veux? Ouais, ok. Ouais. Attends. Tac. Parce que le fluo, c'est bien, mais, mais peut-être ça va pas être très cohérent avec ce que Tac. je vais montrer. Tac. Attends, parce que là, il y a un cadre. Il y en a vraiment dans tous les sens, hein. En même temps, on avait dit hein, que ce serait... C'est vivant. Voilà. Regarde. Là, Voilà. la se mettre. Donc, ça, c'est mon manuscrit. Le manuscrit de mon roman que j'ai imprimé il y a quelques jours là parce que justement je voudrais bien refaire les dernières corrections. Montre par là aussi. Et La couverture. et la couverture, attends parce que c'est la couverture que je vais montrer après. La couverture qui est un cyanotype aussi. Voilà, c'est ça que je vais montrer. Voilà, donc je suis partie sur une gravure. Parce que c'est je pars quand même encore sur l'idée du conte carnivore et donc je voudrais un graphisme sous forme un peu de gravure, tu sais. Oui, c'est gravure vrai. de Il n'y en conte, a là. pas dans tous les sens. C'est une artiste qui produit beaucoup. Alors, attends. Qui dit ça? C'est Pierre. Je sais pas où. Je suis très très mauvaise avec les caméras sous différents angles. Voilà, donc ça c'est un des personnages de mon histoire et donc voilà. Donc, et donc il y a ça et Donc, j'ai encore une étape pour illustrer ce. alors, ce est-ce que manuscrit. tu le ferais sous forme carrément de roman graphique, donc on va dire bande dessinée, ou est-ce que ça va être plutôt intercaler des illustrations au sein du roman? Alors, bande dessinée, c'est sûr que c'est un de mes rêves aussi de faire de la BD, mais je pense qu'à un moment, Poser la question qui fâche. non, mais je pense que là, j'aimerais bien, ouais, faire d'intercaler quelques gravures comme ça, une toutes les 10 pages, quelque chose comme ça. Alors, est-ce que tu vas le sortir sous ton nom d'artiste Ah oui, Hélène ça c'est Ducrot? c'est mon Est-ce que tu vas le Non, sortir ça, c'est- sous ton pseudo c'est mon pseudo d'écrivaine. d'autrice? Ouais. Et mais du coup, est-ce que, question, hein, enfin, le droit d'être non. Est-ce que ça le sépare pas un petit peu justement de ta production, le fait qu'il sorte sous un nom différent? Bah, en fait, Est-ce que vrai c'est volontaire? Est-ce que c'est parce Ouais. qu'au départ, tu ne t'assumais pas à 100% en tant qu'autrice et tu t'es cachée derrière ce pseudo, et au final, les choses se rejoignent, se recoupent, s'entrecoupent? Oui, c'est ça, tout à fait. En fait, à la base, bah déjà, je me sens pas du tout légitime pour faire du roman. Après, bah mine de rien, je l'ai On écrit va en jusqu'au- parler. je l'ai écrit jusqu'au bout, donc voilà, j'en suis quand même fière et j'aime beaucoup mon petit objet. Et puis je m'étais dit que oui, Helios Croc, donc mon nom d'écrivaine. Peut-être ce serait bien d'avoir ce nom un peu neutre, pas féminin, pas masculin. Alors, est-ce que c'était plutôt justement dans ton process d'aller chercher les maisons d'édition où Ouais, tu t'es il y avait dit ça. ça peut me protéger en mettant une espèce de neutralité de genre? Ouais. Déjà, il y avait la neutralité du genre. Ensuite, il y avait aussi que je voulais pas aller chercher une maison d'édition sous Hélène Ducrot parce que si on cherchait sur Internet, on n'allait pas tomber sur d'autres œuvres parce que on n'allait pas tomber sur de l'écriture. Parce que les maisons d'édition, elles font bien ça aussi, d'aller chercher, c'est normal, des auteurs déjà bankable un peu. Donc en sortant de nulle part, je me suis dit, bon, autant sortir vraiment de nulle part et trouver un autre nom. Voilà, du coup... Alors,
Du coup, toi, J'ai une opinion. Ouais, vas-y, dis-moi. J'ai une opinion parce que justement, je pense que c'est aussi, on va parler très le côté galeriste. Je pense que c'est aussi une forme d'argument de vente, de justement le sortir sous ton vrai nom. Alors effectivement, peut-être que ça va compliquer les choses au niveau des maisons d'édition, etc. Mais aujourd'hui, des façons d'être éditées, il y en a plein d'autres que les maisons d'édition classiques. Et je pense que justement, l'inscrire dans l'ensemble de ta démarche artistique en tant qu'Hélène Ducrot, je pense que c'est aussi un argument pour permettre aux gens qui te connaissent, par exemple, par ton travail de cinéaste ou par ton travail de plasticienne, tu vois, de venir aborder ce roman et tu vas toucher aussi potentiellement une audience que t'aurais pas touché juste au sein du milieu du livre. Tu vois ce que je veux dire? Souvent, les gens c'est pas des généralités non plus, mais si les gens ont une sensibilité à l'art, ils ont potentiellement une sensibilité à différentes formes d'art. Okay. Et le roman, c'est une forme d'art aussi. Pardon, il y a un bruit qui m'a déconcentré. Oui. Et voilà. Donc, après, encore une fois, hein, moi, je donne mon opinion, mais finalement, c'est ton produit, c'est tes œuvres et c'est tes créations. Mais peut-être que c'est quelque chose où maintenant que t'as passé peut-être un petit peu ce cap de te cacher derrière Hélios, et ben peut-être qu'il va falloir le réclamer en tant que qu'Hélène. Et d'ailleurs, c'est le bon moment pour te remercier parce que j'ai peur. Non, mais qu'est-ce que j'ai fait? Bah, du coup, merci d'être là, tout simplement, et puis de m'avoir proposé cette exposition, parce que justement, avec cette expo autour des femmes sauvages, ça me permet aussi de faire le lien entre tout ça, en fait, parce que je pense que souvent, merci Pierre. Je pense que souvent, en fait, les opportunités d'exposition, et c'est aussi comme ça beaucoup que je travaille, c'est au-delà du simple aspect, je vais exposer mon travail et potentiellement le vendre, c'est aussi une opportunité, en fait, en tant qu'artiste, d'avoir une perspective un petit peu différente sur sa pratique, justement, et de pouvoir parfois recadrer ou changer de perspective ou changer un petit peu les choses. J'ai vu souvent des artistes qui, typiquement, avaient commencé à travailler sur une technique particulière, etc., où ils s'assumaient pas complètement, et en disant on expose, on va confronter ça au regard de gens extérieurs, et ça leur permet de se dire oui, ça a plu en fait, ça a plu, et ça étouffe un petit peu, ça tue jamais complètement, parce que malheureusement les artistes, c'est aussi des gens qui souffrent beaucoup souvent du syndrome de l'imposteur, mais parfois ça permet de silencier un tout petit peu cette voix, et de se dire ok, je suis sur le bon chemin, ok, je peux continuer à explorer ça. Ça peut créer, peut-être, je l'espère aussi, peut-être ce sentiment d'aboutissement autour d'une thématique, et parfois de pouvoir passer à autre chose, parce que parfois, même si c'est une thématique qu'on aime bien, en travaillant constamment sur la même chose, ça peut arriver aussi parfois qu'on finisse par se sentir un petit peu piégé dans cette thématique-là, et de se dire, je voudrais aller explorer autre chose, mais je m'en sens pas capable aujourd'hui parce que je sens que j'ai pas fini ça. Ouais, il y a ça qui est pas abouti. Moi, c'est vrai que du coup, tant que le bouquin il est pas édité, moi je suis effectivement un peu prisonnière de ça. Et c'est vrai que là, le fait d'avoir une expo en octobre, je sais qu'il faut que je fasse mes 15 illustrations d'ici là, et que je sorte. Ça donne des deadlines aussi. Oui. Ouais, voilà, ça va être ça. Et donc, on pourra présenter aussi le roman à la galerie, parce que moi, j'aime beaucoup, en tant que galeriste, travailler avec des artistes aussi qui ont des facettes très différentes, parce que ça permet, bien au-delà d'une simple exposition, ou en tout cas d'un simple accrochage, ça permet aussi de créer une vie de l'exposition et un temps fort, et organiser des moments de rencontre différents. On peut envisager une lecture, on peut envisager une dédicace, pourquoi pas. On peut envisager des choses. Tu as du film, donc on peut envisager de la projection aussi. On peut commencer à faire vivre aussi les choses. Et moi, je crois foncièrement que mon métier, c'est pas juste de vendre des œuvres. Mon métier, c'est de faire vivre des artistes
Et vivre, c'est pas juste une simple transaction financière et mercantile, c'est aussi pouvoir se nourrir de rencontres avec son public par des biais très différents. Bah, c'est cool. Voilà. Et c'est cool, et ça fait aussi bien la transition pour la seconde partie de cet entretien. Et donc, si vous avez patienté et que vous étiez là pour parler écriture, et ben restez avec nous parce que ça fait déjà 1 heure qu'on parle. Personne n'est étonné. Mais on va encore parler pendant au moins encore 1 heure, je pense, parce qu'on est parti du coup sur l'écriture. Et en fait, nous, on s'est rencontrés pour le NaNoWriMo. Oui. On rappelle un petit peu ce que c'est. On rappelle un peu ce que c'est. Et en fait, surtout l'expo dont on a parlé là pendant 1 heure, ça va être fin octobre, tout le mois de novembre. Et novembre, du coup, c'est consacré au NaNoWriMo. Voilà. J'aime bien les challenges. J'aime bien rajouter une difficulté supplémentaire dans les choses. Et je pense aussi que quelque part, j'avoue ne pas avoir choisi en pleine conscience cette date, tu vois. Mais moi qui aime tellement les synergies, typiquement, j'aime le fait qu'on se soit rencontrés par l'écriture, mais d'avoir pu découvrir ta démarche plastique et donc de pouvoir t'exposer à la galerie. Pour moi, ça fait une cohérence en fait dans mon esprit. Et quelque part, en fait, le fait de t'exposer pendant cette période qui nous a rapprochés, ça boucle aussi un petit peu la boucle. Et même si c'était pas volontaire, je pense que c'est un petit message de l'univers quand même. Ouais, merci l'univers. Voilà, qui nous dit que c'est le bon moment et la bonne voie et la bonne idée. Cool. Et donc, NaNoWriMo, c'est pendant tout le mois de novembre un challenge d'écriture dans le monde entier. Toi, tu peux plus en parler. Alors, c'est parti. Alors, NaNoWriMo, c'est un acronyme, c'est National Novel Writing Month, ou Mois national de l'écriture de romans. Il y a un petit mensonge dans l'expression, parce que c'est pas national, mais c'est international. C'est un challenge qui nous est venu des États-Unis. Effectivement, le challenge initial, c'est d'écrire un roman de 50 000 mots pendant le mois de novembre. Le challenge a un peu évolué au sens où désormais c'est écrire 50 000 mots pendant le mois de novembre, de préférence une œuvre de fiction, mais ça peut être des nouvelles. Il y a aussi des gens qui se servent de cette émulation qui est créée et de cette effervescence pour écrire une thèse. Il y a des gens qui font du roman graphique justement pendant le NaNoWriMo. Et bien au-delà d'un mois de novembre dédié à l'écriture, c'est devenu une vraie communauté internationale d'écriture avec des mini-communautés en son sein, dont notre communauté d'Auvergne-Rhône-Alpes, et où il y a des challenges secondaires qui sont les camps NaNoWriMo d'avril et de juillet, où vous fixez vous-même votre objectif, mais aussi potentiellement, et c'est le cas chez nous, une communauté d'écriture qui écrit toute l'année et qui partage et échange des choses toute l'année autour de cette passion de l'écriture. Ok, si vous êtes intéressé, vous n'hésitez pas à mettre un petit message quand vous guide pour nous rejoindre. On vous redirigera vers nos petites infos NaNoWriMo. Et donc on vient à ma deuxième partie parce que je fais des interviews d'auteurs et d'autrices dans ma quête d'apprentissage de l'écriture, et aussi j'ai tenté l'année dernière quelque chose que tu fais depuis assez longtemps, qui est d'être ML, donc Municipal Liaison, qui est un relais officiel nommé par l'organisation NaNoWriMo qui est aux États-Unis pour animer ces communautés localement. Donc qui est aussi la personne qui encourage, qui accompagne, le géo ouais, c'est ça. Voilà. Du club Nano. Donc toi, tu es bien connu pour pour encourager tout le monde sur l'écriture, sachant que tu écris aussi. En fait, moi, je voudrais aujourd'hui m'intéresser à toi en tant qu'écrivaine. Donc moins parler de la ML, mais un peu plus parler de l'autrice qui se cache derrière. Oui, commençons par là, si tu veux bien. Ok. Comment t'en es venue à l'écriture? Ça va être très cliché. Vas-y. Mais je pense que j'ai à peu près toujours écrit.
Je pense que peut-être, maman, si tu es toujours là, est-ce que tu peux confirmer ou infirmer mes propos, s'il te plaît? Mais j'ai toujours eu cette passion en fait pour raconter des choses, écrire des mots. Plus petite, c'était la poésie, notamment parce que ma mamie était poétesse et elle écrivait des poèmes et des chansons. Et, euh, et c'était un moyen de raconter des choses. Et puis en fait, je suis restée très longtemps accrochée à la poésie. Et ça a pris un virage plutôt à l'âge adulte au final, vers les récits en prose courts, donc plutôt nouvelles, voire micro-nouvelles. Et le challenge du roman, il est arrivé avec le NaNoWriMo seulement. Ah oui, ok. Et depuis combien de temps? J'ai découvert le nano en 2016 et je pense que j'ai tenté la première fois en 2017. Ok. Et, et en fait, donc du coup, tu as une approche que je comprends un peu mieux aussi par rapport à ce que tu as expliqué en tant que galeriste, de ce côté écriture, mais qui n'est pas forcément dédié à l'édition. Oui, alors j'ai toujours l'impression d'être la contre-voix en fait dans notre petit univers parce que je n'ai pas du tout cette velléité d'être édité, d'être publié. Je suis même pas sûre d'avoir cette velléité d'être lue quelque part, ce qui est très bizarre. Hein. Le partage c'est un peu plus venu au fil des ans, mais je pense que plus jeune j'écrivais énormément pour moi-même. C'était comme entre guillemets un journal intime mais sous forme de poésie. C'était pas cher journal, aujourd'hui s'est passé ceci, cela ou quoi, mais quand j'avais des émotions, que j'avais du mal à procéder, processer, À processer peut-être. quand j'avais des émotions que j'arrivais pas à maîtriser et à intégrer en moi, je pense que la poésie me permettait un peu de me distancer de ces émotions, de les regarder sous un autre biais et, et de pouvoir justement passer à autre chose. Et, euh, et au final, j'ai un monde intérieur, je pense, qui est très très riche. Et on n'est pas toute seule à l'intérieur. Et du coup, j'avais beaucoup de choses à raconter, mais c'est presque suffisant pour moi le geste de raconter. Même si c'est raconté dans le vide, entre guillemets, si c'est raconté à personne, ça m'arrive encore aujourd'hui, quand j'ai du mal à dormir, j'ai beaucoup de problèmes d'insomnie, je me raconte une histoire à moi-même. Ok. Et ça m'endort. Je sais pas si c'est bon signe pour ce que je raconte, mais voilà. Ah, mais du coup, si, tu as quand même un site d'autrice où tu publies tes... Alors, j'avais un blog qui est un petit peu vieux, hein, qui doit dater des années 2007 ou quelque chose comme ça. J'écrivais déjà depuis longtemps, où j'avais commencé un petit peu à poster des choses parce que à une époque, j'ai aussi participé à d'autres communautés d'écriture avant celle du Nano. Où il était question justement pour valider ces challenges de partager ses textes. Donc ça a été ma première un petit peu Ah oui. aventure dans l'univers de d'autres gens me lisent. Et depuis très récemment, grâce à notre chère Vicky Saint-Ange et son défi Un site à soi, j'ai un deuxième site plus récent et un peu plus entre guillemets professionnel pour structurer un peu plus mon écriture parce que comme elle a tellement changé par rapport à ce que j'écrivais avant, je sais pas tellement si je vais beaucoup le partager en dehors de notre communauté à nous, mais c'est aussi un moyen pour moi de structurer un petit peu mes récits dans mon aventure NaNoWriMo en fait. Ok. Et si un jour il y a un éditeur qui vient et que ça lui plaît, tu lui diras quand même non ou est-ce que c'est oui. Enfin, est-ce que toi ton objectif c'est vraiment parce que je sais, je te connais je t'ai entendu dire je déteste éditer, corriger, je déteste ça. Je pense pas dire oui. Ah ouais, ok. Ok. Si vraiment j'avais des retours faramineux sur un texte et un super deal, et on sait qu'il n'y a pas beaucoup de super deals dans le milieu éditorial, voilà, mais je pense pas parce qu'en fait j'écris pour moi effectivement, j'écris potentiellement pour partager à des gens, mais
j'ai presque envie de choisir les gens avec qui j'ai envie de partager mes histoires, en fait. C'est comme faire un cadeau, tu vois. T'as pas envie de jeter ton cadeau dans l'univers et n'importe qui peut le prendre, tu vois. J'ai envie potentiellement de pouvoir imprimer moi-même, parce que j'ai aussi quelques légers problèmes d'être contrôle fric total, mais je suis plus prête à imprimer moi-même mes romans et à les offrir à des gens pour dire je te donne un petit morceau de mon âme, tu vois, que de balancer mon âme en 1000 exemplaires dans la nature et adieu, bah. Voilà. Ok, bah, c'est super intéressant aussi cette approche parce que moi, plusieurs fois, ça m'a aussi apaisé par rapport à cette quête de forcément chercher. Parce que c'est vrai qu'on a toujours ce modèle de l'auteur qui va à tout prix être édité. Et puis, comme on a pu le voir aussi, d'aller jusqu'au rupteur pour trouver une maison d'édition à tout prix. En fait, et ben, toi, tu es la preuve que ben, en fait, le plaisir, il doit déjà être dans l'écriture. Dans l'écriture. Dans l'écriture, Oui, complètement. quoi. Et je pense qu'il y a, encore une fois, on est en 2022, si je ne m'abuse, il y a Non, tu tellement... il y a Attends, j'ai cru que je m'étais trompée. J'ai eu un bug un instant. Il y a tellement de moyens de partager les choses. Je comprends aussi qu'on ait envie d'être édité, je peux tout à fait comprendre, hein, et d'être publié, d'avoir entre guillemets cette forme de reconnaissance, et aussi cette forme de partager au-delà de soi et à un plus grand nombre. Et voilà, c'est pas mon cas, mais j'encourage aussi les gens qui... Ouais, mais c'est ça, c'est qui en fait veulent, de bien savoir ce qui est important pour soi, en fait. C'est ça, De exactement. bien se connaître, même en tant qu'artiste, en tant qu'auteur, autrice, savoir si c'est important pour soi de le faire lire à 1, à 10, à 100 personnes. Tout à fait. Ou comme c'est vrai on a tous quand même des modèles d'auteurs, d'autrices internationaux. Évidemment, quand on commence, on se dit ah, c'est moi la prochaine J.K. Rowling. Mais je sais pas si c'est le meilleur exemple qu'on pouvait choisir. Voilà, on n'a pas certains de ces points de vue, en tout cas, voilà, mais oui, en fait, tout ça, c'est aussi un parcours. Bon, bah voilà, moi, je viens d'avoir 41 ans. Il faut avant tout apprendre à se connaître soi pour pouvoir mieux créer et créer de manière apaisée. Parce que, complètement. en fait, si on est dans l'écriture en attendant quelque chose, ou dans le dessin, ou dans la peinture, en attendant quelque chose en retour, comme tu disais, même en attendant de bien vendre, beaucoup vendre, on a déjà perdu parce qu'en fait, on peut pas savoir en fait. Et je pense aussi que si tu crées avec cette attente de succès, de réputation, de grandeur entre guillemets, tu déverses aussi une énergie différente dans tes créations qui peut très vite fausser l'émotion que tu y mets et qui peut être perçue comme quelque chose de faussé aussi par le public en fait que tu vas toucher. Je le dis souvent, moi, parfois j'ai des artistes où j'ai le malheur de dire ah ben cette œuvre-là que tu as fait a beaucoup plu, et ils cherchent à reproduire à l'infini cette œuvre ou ce qu'ils estiment peut-être avoir fait le succès de cette œuvre. Ça marche pas comme ça en fait, parce qu'ils y mettront pas la même émotion, et on n'a pas besoin de s'y connaître pour apprécier une œuvre, peu importe le support. Mais on a besoin de ressentir quelque chose devant, et si ce que tu ressens est vicié par une énergie qui n'est pas honnête et qui n'est pas 100% honnête, je pense que ton plaisir est terni en fait. Ouais, et du coup, une des choses fortes. Tu te mets des limites. Qui se met des limites? Moi, je me mets des limites, ou de manière générale, tu te mets des limites? Ah mince, c'est vrai qu'on n'a pas vu le Oui, je pense qu'en tout cas, oui, si tu crées pas avec sincérité, tu limites complètement les choses, et le champ des possibles, en fait, il est infini, et quand t'aimes créer, je pense que il faut s'autoriser à explorer, en fait. C'est comme ça qu'on s'épanouit aussi. Et moi, un truc que j'ai découvert aussi avec le NaNoWriMo, je suis quelqu'un d'assez timide, introverti, etc. Et en fait,
commencé à découvrir qu'en fait, je prenais autant, voire plus de plaisir à écrire avec d'autres personnes et à encourager d'autres personnes que d'écrire toute seule dans mon coin où, après, au bout d'un moment, j'avais plus d'énergie. En fait, ça aussi, toi, c'est cette... Je pense qu'il y a une vraie vertu à la communauté. Quand tu as juste un objectif de vente. Oui, effectivement, quand tu as juste un objectif de vente, tu te limites plein d'opportunités. Et je pense aussi que tu te crées beaucoup plus de frustration que de plaisir, tout simplement. Oui, donc, pour répondre à ta question à toi, il y a une vraie vertu à la communauté, tout simplement parce que, d'abord, personne n'invente plus rien aujourd'hui. On recrée, on appose sa patte sur quelque chose, mais on va toujours trouver des passerelles et des correspondances. C'est normal, on a un socle de culture qui est quand même relativement commun. Et écrire en communauté, c'est aussi se nourrir des autres, se nourrir de ces interactions. Et c'est aussi ce qui nourrit son travail d'écriture, en fait. Parce que quand on est coincé, si on est seul chez soi et qu'on est coincé derrière son texte, et qu'on est seul avec son texte, je sais pas comment on parvient à surmonter son blocage. Là où quand on a toute une communauté autour de soi qui d'abord partage les mêmes turbulences et trépidations et événements, puisque nous en plus on écrit aussi autour de ce challenge, donc on a des rendez-vous au final récurrents et réguliers. Je pense qu'il y a aussi ce moyen de se confronter et de s'appuyer sur cette communauté pour passer ces blocages. Il y a ce dicton là qui dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Et ben ton roman c'est comme ton enfant et il faut toute ta communauté du nano et tout ton village pour arriver à l'élever et à lui donner vraiment un corps. Ça me donne des frissons. C'est super émouvant comme. Mais tu trouves pas je trouve que c'est un très bon parallèle en fait. Ah ouais. Voilà. je pense qu'en fait tous nos récits ils s'enrichissent et d'une manière ou d'une autre en fait de cette communauté parce qu'il y a telle personne qui va t'avoir aidé à il y a un très long message telle personne qui va t'avoir aidé à formuler cette phrase un peu différemment telle personne qui va t'avoir réconforté quand t'étais un peu trop fatigué et t'étais pas motivé telle personne qui t'a dit si t'écris je te donne je te donne un point, un bon point, ou quelque chose. Enfin voilà. Une communauté, elle permet de se remettre aussi dans une énergie qui va te permettre de surmonter les choses qui rendent ton plaisir d'écrire parfois plus difficile. Ouais, alors pour ceux qui connaissent pas le fait d'écrire en communauté, nous on travaille chacun sur son projet. Pendant le NaNoWriMo, on se lit pas les uns les autres, hein. On donne pas son avis. Même très rarement au final les uns les autres. On se donne pas on fait pas de relecture pendant le NaNoWriMo. Chacun écrit son propre projet, mais c'est le fait de se rencontrer, même en ligne, hein, par des moments d'écriture de 20-30 minutes de challenge. On se dit allez maintenant on écrit, et ça c'est vraiment hyper puissant comme outil complètement de productivité dans le bon sens du terme, parce qu'on peut être productif, enfin c'est le fait d'être productif, d'aligner les mots même si on n'a plus l'énergie, parce que faut le vivre pour le savoir. Au bout de 10 jours de NaNoWriMo, c'est écrire 1667 mots par jour. Ouais. À un moment, tu sors les mots un par un et t'as l'impression que tu écris n'importe quoi. C'est un bootcamp en fait le nano. C'est aussi pour ça qu'on est obligé de passer à la relecture ensuite. C'est qu'au final, je le vois typiquement parce que justement, je suis dans ma phase de réécriture de mon anneau de l'an dernier, et je maîtrisais très bien les premières, j'allais dire les premières minutes, les premiers jours de mon écriture. Je savais où je voulais aller, c'est des choses que j'avais déjà commencé à maîtriser, etc. Et donc, quand tu regardes mon petit manuscrit, les premières pages, il y a juste une petite faute de frappe par-ci, par-là, etc. Et tu sens qu'à la fin, entre l'énergie qui descend, je sais plus trop où je vais, etc. Et je veux juste aller au bout du truc. T'écris la phrase telle qu'elle te vient et tu sens qu'il y a un côté je peaufine plus tard. Et quelque part, le nano, c'est aussi un premier jet. C'est pas écrire un roman parfait, un produit fini, prêt à être justement expédié à des éditeurs potentiels au bout d'un mois. Hein, ça n'existe pas. Impossible.
Mais ça permet en fait de se donner cette espèce d'élan, de se dire j'y vais, j'écris et je vais me consacrer à mon écriture et je vais essayer de sortir ce premier jet de roman et ensuite je reviendrai finir par-dessus. Et effectivement, là, je suis dans les pages, je crois, 78, 79, 80, etc. de mon manuscrit, qu'on fait une bonne centaine. Et il y a plus de noir, de gribouillage et de correction là tout de suite et de réécriture de phrases en travers de mes pages que de texte original parce qu'on voit bien que j'en étais à je sais plus comment on dit tel mot, alors je vais le poser en anglais parce que je me rappelle en anglais. je sais plus comment on dit ça, alors je vais mettre l'idée de la phrase que je veux et mon cerveau plus tard verra comment en faire une phrase propre et intelligente et intéressante. Et voilà, mais à la fin, ça a le mérite d'exister et d'avoir juste à être retravaillé, là où peut-être que si tu n'avais pas eu cette communauté pour te lancer et te pousser, en fait, t'en serais toujours à la phase je réfléchis à l'envie de l'idée de peut-être un jour un rêve. Le faire. Voilà. J'aime bien cette citation qui dit la différence entre un rêve et un projet, c'est une date. Ouais. Et 30 novembre, ton projet, il est là, en fait, tu l'as entre les mains, tu l'imprimes, t'as 100 pages que t'as sorties, tu sais pas comment. Souvent, tu sais pas comment. mais voilà, et toi, tu fais en plus des soirées d'écriture jusqu'au bout de la nuit avec des jeux d'écriture ouais, vraiment, quand je suis avec toi sur les soirées, je m'amuse, mais comme une gamine. On essaye complètement de rendre les choses ludiques parce que l'idée, c'est pas non plus d'y aller bonjour, une guitare musique. Au fouet et à la matraque et voilà, le but, c'est quand même aussi d'y prendre du plaisir et moi, ce que j'ai réalisé dans mon expérience justement de ML, mais aussi d'autrice, c'est que passer par le biais du jeu, ça permet de coucher, tu vois, sur les crawls, ça permet de coucher beaucoup plus de mots que ce que tu te croyais capable en fait. Ah oui, c'est clair. Parce que tu joues et donc tu ne réalises pas que t'enchaînes les mots, mais à la fin, ils sont là en fait. Ah ouais, non, mais j'ai halluciné. En plus, moi, souvent, je suis là, genre, à 22h, il faut absolument que j'aille me coucher parce que sinon je suis comme ça toute la nuit. Effectivement, je peux avoir des problèmes d'insomnie et tout. Ça nous est déjà arrivé d'écrire jusque des 1h du matin. Ouais, voire plus, mais j'étais vraiment à fond à écrire. Je sais pas, on a peut-être écrit 3000 mots en une soirée. Ouais. Et ça, j'ai l'impression que tu m'aides énormément à me surpasser. À chaque fois, t'as ce talent de faire donner aux gens le meilleur d'eux-mêmes. J'essaye en tout cas parce que c'est aussi, je pense que pour moi c'est très lié à ma passion d'écrire en fait. Je suis pas sûre que j'arriverais à nourrir ou en tout cas à nourrir aussi bien ma passion de l'écriture si j'avais pas cette communauté à arroser en fait et à, tu vois, mon petit jardin d'auteurs et d'autrices où je prends soin d'eux et je les pousse aussi et souvent c'est ce que je dis par exemple quand typiquement Flora dit on aime bien que tu sois fière de nous, mais je suis tout le temps fière de vous parce qu'en fait c'est aussi un immense plaisir et une immense fierté pour moi de voir que parfois il faut pas grand chose comme encouragement pour vous aider à y aller, mais que c'est naturel en fait d'avoir besoin de ça et c'est tout à fait humain et si je peux au moins servir à ça, c'est un immense plaisir pour moi de pouvoir le faire et ça m'aide aussi moi à écrire hein, parce que très honnêtement voilà, sinon je n'écrirais pas autant si j'avais pas la communauté parce que je suis très très feignante. Faut dire que des fois t'as des semaines de 70 heures dans les pattes, tu peux être aussi fatigué physiquement par la fibro complètement. Ouais, je savais pas si du coup. Je m'en cache pas du tout. Oui, mais du coup, tu vois, ça, je sais que c'est des discussions que j'ai déjà eues. On m'a dit, faites attention à vos cuillères ou à vos curseurs, peu importe la métaphore que tu veux utiliser. Et peut-être que ce soir, c'est pas, est très occupé. Oui, exactement. Je me fais juger en disant. Et on m'a déjà dit, hein, peut-être que ce soir, il faudrait que tu fasses l'impasse sur ta soirée d'écriture parce que t'as besoin de dormir, t'as besoin de te reposer et c'est pas du repos. Et je comprends le fait que ça soit un travail intellectuel et que c'est pas du repos, mais en fait c'est quelque chose qui me donne tellement d'énergie et qui me nourrit tellement que parfois j'ai pas envie de faire l'impasse parce que je préfère aller écrire
et profiter de cette communauté, même si c'est qu'une heure, tu vois, plutôt que de me poser devant la télé, devant un film et de c'est pas du tout la même démarche, et des fois j'ai besoin justement de me dire mais c'est ça qui va faire remonter mes niveaux, justement. C'est cette passion, c'est cette écriture, c'est partager des choses avec des gens que j'apprécie très très fort, et ça va me redonner un peu de vitalité aussi, là où me reposer me donnera peut-être un peu d'énergie physique, mais est-ce que ça va tellement me donner de l'énergie mentale comme j'en ai besoin? Et est-ce que, pour finir, tu veux donner, qu'est-ce que tu pourrais donner un conseil pour une personne qui commence à écrire là maintenant? Un conseil pour une personne qui commence à écrire là maintenant, écrivez. C'est bête, hein, mais peu importe, on se fiche entre guillemets de la qualité de ce que vous écrivez, même si c'est mal écrit, même si c'est blindé de fautes. Si à un moment donné vous passez pas ce cap et vous vous lancez pas, vous vous lancerez jamais. Et retravailler la forme, retravailler même le fond, ça peut toujours se faire. Mais travailler sur quelque chose qui n'a pas de corps et de consistance, ça fonctionne pas, en fait. On a un dicton pour la note du milieu qui dit un mot de plus est un mot de plus. Et un mot de plus est un mot de plus, ça veut dire deux choses. Ça veut dire typiquement dans le challenge nano que plus vous écrivez de mots, plus vous vous rapprochez de votre objectif des 50 000, et donc il faut y aller. Mais un mot de plus est un mot de plus, ça veut aussi dire que tous les mots que vous aurez couchés sur le papier, sur le clavier, ce que vous voulez, c'est des mots que vous aurez sortis de vous, et sans vous, c'est des mots qui n'auraient pas existé. Et donc, ouais, mon meilleur conseil, en fait, c'est lancez-vous, peu importe la qualité. Si vous avez envie d'écrire, écrivez tout simplement. Assumez de le faire. Revenez dessus si vous avez envie, ne revenez pas dessus. Moi, j'ai eu une très grosse période de ma vie où j'assume totalement l'imperfection, et une fois que c'était écrit, une fois que c'était sorti, c'était intouchable. Parce que c'était le reflet d'un moment, en fait. Écrivez. Cool. En Voilà. un mot, le mot de la fin. Exactement. Eh ben, merci beaucoup, Sandrine, pour Merci à toi. ce moment de mélange Chouette. entre l'art, l'écriture. L'écriture étant de l'art aussi, donc je pense qu'on a fait quelque chose de très complet. Je pense que toi et moi, on pourra encore parler des heures. En vrai, On fera peut-être Mais, une autre saison. il y aura des rendez-vous réguliers, en fait. On peut, On va ben, en faire tout un cas- podcast à nous deux. Mais oui, on peut. En plus, du coup, le fait qu'on se fasse une expo ensemble en octobre-novembre, ça veut aussi dire que potentiellement on pourra écrire ensemble. Oui. Après, du coup, c'était Complètement. interdit de se retrouver En IRL, en IRL, c'est-à-dire en vrai de dans vrai. la vraie vie. On On n'a pas de nouvelles pour le moment de cette à politique-là. cause des directives Ouais. du NaNoWriMo Top Chef. Oui, de l'organisation. Ouais, parce que les Voilà. Américains sont comme ça, ils ont raison de aussi mettre des holas, pas faire des réunions d'auteurs. Du coup, moi, j'ai jamais connu les IRL. En fait, je pense que la question était aussi les gens qui animent les communautés, comme toi et moi, on est bénévoles. Et c'était aussi si on laissait cette responsabilité-là aux bénévoles de décider pendant cette période quand même de pandémie qui était dangereuse et lourde et importante, je pense que c'était mettre sur le dos des bénévoles la responsabilité d'une santé publique, en fait, et c'était pas très juste de leur laisser cette responsabilité-là. Et donc les HQ, comme on dit, donc l'organisme NaNoWriMo aux États-Unis avait décidé de prendre la décision pour l'intégralité de sa communauté, ce qui était très bien à mon sens. Cette année, pour le moment, les discussions pour novembre, c'est plutôt de voir justement à l'inverse avec quoi les ML sont confortables, et de nous laisser le choix de dire on n'est pas confortable avec de l'IRL, on n'en fait pas, on est confortable avec des rencontres réelles dans certaines mesures, et ça va certainement être à nous de choisir et de mixer un petit peu en fonction de la situation. Donc j'espère qu'on pourra au moins organiser quelques petites rencontres, même si c'est pas nos grandes manifestations en nombre, mais de pouvoir se retrouver, ça fera aussi du bien, parce que je pense que vous êtes aussi finalement relativement nombreux à être arrivés en 2020, et donc à être arrivés sur cette période où tout était virtuel.
Je pense qu'on a créé les uns les autres des liens très forts et ça peut être vraiment chouette de pouvoir se rencontrer Pour de vrai. voilà, pour de vrai, et écrire ensemble pour de vrai. C'est une expérience encore un peu différente, mais c'est très sympa aussi. Et Katie dit podcast. J'ai des bonnes idées, hein, Katie. Et oui, ça discute. En tout cas, la chaîne de Sandrine, c'est Nano du Milieu qui est en lien sur, L'écriture, sur hein. ma chaîne Twitch, et aussi sur Instagram, Nano du Milieu. Nano.aura sur Instagram. Nano.aura sur Instagram. Je voudrais le changer pour avoir tout cohérent aussi. Mais voilà. Et voilà. Et en tout cas, merci à vous d'avoir suivi. Si vous avez suivi jusqu'au bout, c'était très sympa de pouvoir montrer le travail de préparation d'une exposition et partager tout ça et voilà. Si vous avez des retours, des questions, n'hésitez pas. C'est le moment. Et donc je précise quand même que tout ce qui est Nano Aura et Nano du Milieu, on parle bien de la partie écriture et communauté NaNoWriMo. Mais pour les gens qui étaient là sur la partie artistique, galerie, exposition, c'est Volcanicar. Ah oui, pardon. Qu'il faut aller suivre. Donc oui. sur Twitch, vous avez le site internet. Et sur Insta, je pense que tu avais mis tout à l'heure une story live Volcanicar, c'est volcanique _ donc tiré du 8, art au pluriel ARTS. Voilà. Et merci à tous. On va donc couper maintenant. Et coucou Alice, tu viens d'arriver, mais c'est la fin. C'est la fin. Ça fait 2 heures qu'on discute et voilà, c'était très cool. En tout cas, je sais même pas comment on fait pour couper. Je crois que tu quittes tout simplement. Appuie sur la croix en haut. Ok. Et merci. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Ciao, ciao. Voilà.